Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la Formule 1 avec une configuration un petit peu particulière. J'ai utilisé ma webcam mais c'est pas... Voilà, on va voir ce que ça donne en termes d'image. Alors l'image sera meilleure, le son par contre c'est un peu plus compliqué à régler parce que je suis sur OBS et j'ai fait juste un test avant, donc il se peut que le son soit un peu plus difficile à cadrer que d'habitude pour moi. Bon, on va faire le débrief de ce Grand Prix du Mexique. Le Grand Prix du Mexique où il s'est passé pas mal de choses. C'est peut-être le grand moment pour Verstappen. On va revenir là-dessus bien entendu avec le bilan des Bleus et surtout top et flop et plus les pilotes moyens quand même sur ce Grand Prix. On donnera également la note du Grand Prix comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et on commence tout de suite dans cette vidéo avec ce qui a fait un petit peu parler, ce qui fait un petit peu discuter sur le paddock en ce moment et un dossier sur lequel je voulais réagir, c'était l'enchaînement des courses. L'enchaînement des courses là depuis qui va arriver. Donc je rappelle, on enchaîne tout simplement 6 courses en 5 courses en 6 semaines, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc ça va avoir des conséquences assez importantes quand même physiquement pour les pilotes et surtout un enchaînement de 3 courses en 3 semaines, Mexique, Brésil et le Qatar, ce qui n'est vraiment pas idéal. Moi je trouve que ces enchaînements de courses, alors déjà ça avait été dit normalement qu'on ne devait plus enchaîner 3 courses en 3 semaines, mais bon, avec la Covid cette idée-là a complètement disparu. Mais surtout ce qui me gêne avec cet enchaînement de courses assez régulièrement, c'est qu'on se retrouve à avoir des pilotes qui vont être extrêmement fatigués, éreintés en fin de saison, ça c'est sûr, que ça va avoir des conséquences physiques pour certains pilotes, parce que, bon, certains comme Pierre Gasly, on sait qu'ils sont vraiment prêts physiquement, mais les Tsunoda, les pilotes qui commencent leur saison et leur apprentissage de la Formule 1, là on va voir ce que ça va donner très clairement. Et puis moi je suis assez inquiet en fait, très clairement pour certains pour certaines équipes. C'est vrai qu'on pense aux petites écuries comme Haas, ça veut dire des coûts financiers importants. Ça fait l'année prochaine, on va avoir des budgets qui vont être bloqués dans les équipes, sauf sur certains paramètres comme la communication et les salaires des pilotes. Ce qu'il faut bien se dire dans la tête, c'est que là, un enchaînement aussi important de courses en dehors de l'Europe aussi, s'il faut avoir en tête, c'est qu'on est obligé d'avoir des bateaux cargo et des transferts en avion qui sont très coûteux parce que Brésil, Qatar, même pour les pilotes, il va falloir partir tôt du Brésil pour une raison extrêmement simple. On va se prendre 10 heures de décalage horaire entre le Brésil et le Qatar. C'est énorme, 10 heures de décalage horaire. Donc les pilotes, ils vont être obligés de s'adapter. Ils vont être obligés de partir très vite. Mais les équipes également, les mécanos, vont devoir quitter très vite le Brésil. Autant vous dire que si vous êtes brésilien et que vous voulez un autographe, ça risque d'être un petit peu compliqué pour ce week-end-là. Mais ce qui est un véritable problème pour moi, c'est que ça a un coût budgétaire hyper important. C'est un coût sur les pilotes et c'est un coût sur l'entourage d'une équipe de Formule 1, bien entendu. Les familles des mécanos, les familles même des pilotes. Comme c'était Verstappen, je crois qu'il le disait en début de saison, qui pensait qu'il y aurait beaucoup de divorces dans son équipe avec les mécanos, parce que c'est vrai que là, être mécano de Formule 1 et avoir une vie sociale, c'est quasiment impossible, et souvent dans les équipes désormais, on a 2 équipes de mécaniciens, 2 équipes qui font les aérostands, tellement c'est quand même un statut qui est très contraignant, et parce que c'est extrêmement difficile à mettre en place pendant toute la saison, parce que voilà, encore une fois, vous vous retrouvez dans des situations qui sont extrêmement pénibles pour les pilotes, donc c'est vraiment pas l'idéal. On passe tout de suite, après ce petit coup de gueule, enchaînement de courses beaucoup trop important à mon goût, la note du Grand Prix. Moi j'ai mis 14 sur 20 à ce Grand Prix du Mexique, qui est un circuit qui est formidable, le circuit du Mexique. Et puis,
Ce que j'aime avec le Grand Prix du Mexique, c'est un circuit où les séances d'essai ont un véritable intérêt. Il y a des pistes où aujourd'hui les séances d'essai, on fait tellement de travail en simulateur que dans les grosses équipes, les séances d'essai n'ont plus énormément d'intérêt. Mais au Mexique, ça a encore énormément d'intérêt parce que c'est extrêmement compliqué de reproduire l'altitude dans les simulateurs. Je rappelle qu'au Mexique, le circuit est à 2200 mètres d'altitude et à cette altitude-là, l'air est moins dense. L'air en fait est moins fourni en oxygène, c'est-à-dire que l'air est moins dense, donc c'est-à-dire que l'air appuie moins sur les ailerons. Donc vous êtes obligé de braquer énormément les ailerons au Mexique pour avoir un minimum d'appui, ce qui génère des problèmes, notamment pour les voitures qui n'ont pas énormément d'appui. Je pense notamment à la Williams qui a eu un week-end un petit peu compliqué du côté du Mexique. Ça a des problèmes au niveau de la combustion des moteurs, parce que je rappelle que c'est un moteur à explosion. Pour qu'une explosion se produise, il faut de l'oxygène. Mais s'il y a moins d'oxygène, le moteur à explosion marche beaucoup moins bien. Donc, ce qui veut dire on compense avec les turbos, mais ça veut dire une usure prématurée des turbos dans ce genre de cas. Et puis, également pour les pilotes quand même, il faut se préparer un petit peu physiquement. L'effort est un peu plus important, même si le Grand Prix du Mexique n'est pas forcément le circuit le plus physique. Vous avez peu de virages à appui, vous avez peu de grandes courbes au Mexique. Il y a un enchaînement rapide entre les deux stadiums. Et sinon, ce sont des lignes droites et des virages assez lents. Donc au niveau du coup, c'est pas extrêmement difficile de ce côté-là. Mais pour les voitures, c'est compliqué. Et même les freins, parce que les freins ont beaucoup plus de mal à refroidir du fait de la densité de l'air qui est également différente. Donc, note du Grand Prix 14 sur 20. J'ai pris du plaisir à certains moments à regarder ce Grand Prix. En fait, c'est un peu comme le Grand Prix du Portugal, le Grand Prix de l'Algarve. Du côté de la MotoGP, j'ai fait la vidéo avant. Elle est même en cours d'upload pendant que j'enregistre cette vidéo-là. J'ai pris du plaisir à certains moments, notamment la fin du Grand Prix, notamment le départ, qui est assez incroyable. Par contre, à certains autres moments de la course, je me suis un peu plus ennuyé. Il y a eu un petit ventre mou en milieu de course, j'irais entre le 20e et le 40e tour, où on attendait les arrêts au stand, à part les pilotes qui les avaient fait assez tôt avec les pneus durs qui ne marchaient pas, et où on s'ennuyait un petit peu à ce moment-là, parce qu'on voyait qu'on partirait sur une stratégie à un arrêt et qu'on essayait d'allonger le premier run. Et on voyait bien que la Mercedes était en grande difficulté. Mercedes d'Hamilton était en grande difficulté en termes de rythme et que Verstappen serait difficile à battre. Donc 14 sur 20, c'est un Grand Prix où j'ai pris du plaisir, mais ça aurait pu être mieux. Mais les 14 sur 20, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu le Grand Prix des États-Unis à 14 sur 20. Oui, il n'y en a pas eu 150. Il y a eu de toute façon, cette année, il y a eu soit des très bonnes notes, soit des très mauvaises. Il y a peu de notes moyennes, je crois. Je m'aperçois de notes à 12-13. Il n'y en a pas énormément des Grands Prix cette année. Soit j'ai pris du plaisir, soit j'ai pas pris du tout de plaisir à regarder certains Grands Prix cette année. Eh bien, après cette note de Grand Prix, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Et on commence ce bilan des Bleus avec Pierre Gasly. J'ai décidé de mettre un 16 sur 20 pour Pierre. Belle 4e place sur ce Grand Prix. Belle 5e place en qualification aussi de la part de Pierre. L'AlphaTauri marchait bien, parce que Tsunoda avait également un bon rythme. Il a encore poutré Tsunoda, comme je dis souvent, en qualification. L'écart de performance a été assez important et assez stupéfiant même entre les deux pilotes. Ça a été également un écart assez dingue, je trouve, par rapport notamment aux Alpines. Et puis il permet à son équipe de revenir dans le match du côté d'Alpine. Ce qui est dingue, c'est que du côté de chez Alpine, on a eu deux pilotes à un niveau assez proche, alors que du côté de AlphaTauri, là, on peut pas se mentir, il y a vraiment une équipe qui a été au-dessus de l'autre. Donc c'est vraiment une très très belle satisfaction pour Pierre Gasly. On parle de lui forcément pour 2023. Dans des équipes, ça c'est clair et net. Je sais que notamment McLaren
on en parle. Surtout que du côté de chez McLaren, il semblerait qu'on ait peut-être un motoriste pour les années à venir, voire peut-être même qu'on soit racheté. Même s'ils ne sont pour le moment pas à vendre, il y a beaucoup de rumeurs autour de Audi en Formule 1 et autour de Porsche aussi en Formule 1 pour 2024, 2025, voire 2026. Des annonces devraient être faites là dans les 2 prochains mois, hein, d'ici Noël. On devrait avoir des annonces là-dessus. Forcément, il y a des équipes qui vont être attractives. S'il y a plus de constructeurs, c'est-à-dire qu'il y aura plus de bonnes voitures, techniquement. Et du côté de Pierre Gasly, c'est vrai qu'il mériterait quand même d'être dans une meilleure équipe, dans une meilleure voiture que l'Alpha Tauri. Ça, je crois que beaucoup de gens le disent. Dans le monde de la Formule 1, que ce soit des anciens pilotes, pas seulement français, mais également étrangers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il mériterait d'être dans une meilleure équipe. Et quand on voit son Grand Prix du Mexique, il a été très solide. Il colle quand même 5-6 secondes au Ferrari, qui pourtant a un nouveau moteur. Et encore une fois, il a été très performant, très bon dans sa gestion du week-end. C'est lui vraiment le meneur dans cette équipe, il n'y a pas à dire. Et si AlphaTauri a fini 5e du championnat du monde constructeur, on sait que ça sera grâce à lui, et ça pourrait même l'aider pour un poste de pilote l'année prochaine. Et bon, chez Red Bull, ça semble compliqué. Et puis de toute manière, chez Red Bull, pour être numéro 2 de Verstappen, je suis pas sûr que ça a un intérêt. Mais on sait jamais. Mercedes, Hamilton ne va pas rester éternellement. Du côté de chez Ferrari, peut-être qu'à un moment, ça dépendra si le niveau de performance augmente ou n'augmente pas du côté de cette équipe. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et beaucoup de choses qui peuvent nous faire penser que du côté de Pierre Gasly, il pourrait rejoindre un top team en 2023. Je continue avec Esteban Ocon. J'ai mis 8 sur 20 à Esteban Ocon. Bon, week-end qui s'annonçait déjà pas top quand vous prenez une pénalité moteur, même si on sait qu'on est au Mexique, il y a souvent des safety cars, c'est quand même un circuit où on peut dépasser. On sait déjà que c'est un circuit où le DRS ne marche pas très bien, du fait que l'air soit moins dense. Le DRS est moins important, même si les lignes droites sont grandes. L'effet d'aspiration est un peu moins fort que sur d'autres pistes, même si ça a quand même marché pour Verstappen. Mais du côté de Ocon, l'Alpine n'avait pas de rythme. L'Alpine n'avait pas du tout de rythme ce week-end, parce qu'on voit qu'Alonso fait pas une course non plus fantastique. Ça fait quand même depuis quelques courses que Alpine a pas un rythme excellent. Et ça commence à être assez inquiétant quand même du côté de chez Alpine. Ça me fait penser que je suis en train de... pour tout vous dire, je suis en train de préparer... il y aura une vidéo en plus cette année. Alors déjà, il y aura les vidéos bilan de la saison que je n'avais pas fait l'année dernière. Mais il y aura une vidéo des prix, des awards de la Formule 1. Je ne sais pas encore quel sera le nom. Je trouve que les awards, c'est avec un Z, ça fait assez marrant. De la saison 2021 de Formule 1. Et je pense qu'on reviendra sur Alpine pour certains prix. Mais c'est vrai que du côté d'Esteban Ocon, la saison, on a oscillé entre le très très bon, notamment la victoire en Hongrie, et des performances très intéressantes, et puis parfois quand même malmené par Alonso. Je trouve qu'Alonso était plus régulier au niveau de ses performances que Esteban Ocon, même si peut-être que les performances d'Alonso ont été parfois un peu en retrait par rapport aux performances d'Ocon. Je trouve que ça a été plus constant cette année. Et qu'Ocon, il va falloir travailler vraiment sur la constance entre chaque Grand Prix, parce que là, c'est vrai que c'était un Grand Prix, encore une fois, où on était dans une situation compliquée. Il y a eu en plus l'accrochage du premier virage, avec Bottas d'un côté qui était en tête à queue, et puis Tsunoda et Schumacher, et ça s'est vraiment déroulé à côté de lui, vu que Tsunoda s'est refermé à côté de lui. Donc est-ce que ça n'a pas entraîné des dégâts sur la voiture qui ont fait que des dégâts aérodynamiques? Est-ce qu'il n'a pas perdu des points aéro, ce qui a fait que son niveau de performance était un peu en dessous? Ça, c'est une question dont je n'ai pas la réponse, et pourtant nous sommes mardi, nous sommes le 9 novembre, et il est 18h02.
Voilà, donc Ocon, week-end un petit peu compliqué. On passe tout de suite au pilote au top. Pas mal de pilotes au top cette semaine. C'est plutôt sur les pilotes moyens. On doit en avoir un peu moins que d'habitude. Du côté des pilotes au top, je commence avec Verstappen et c'est le premier 20 sur 20 de l'année. Bon, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui donne pourtant des superlatifs, encore moins à Verstappen. Je ne suis pas forcément un grand fan de Max Verstappen. Je trouve que parfois il a un comportement pas très sympathique. Mais ce qu'il a fait sur ce Grand Prix, il y a une maîtrise quand même. Coller 10 secondes, plus de 10 secondes à Mercedes. Ils ne sont pas nombreux à l'avoir fait depuis la domination, depuis l'ère hybride 2014. Et puis surtout du côté de Verstappen, ce dépassement au premier virage. Ce dépassement au premier virage qui est plein de culot, comme ça il sait très bien le faire, parce qu'il faut oser tenter ce genre de choses. C'est quelque chose qui est pas forcément... Enfin, tout le monde n'aurait pas eu l'idée. Tous les pilotes de F1 n'auraient pas eu l'idée. Mais surtout, ce qui est assez marrant, c'est de voir que même si c'est une prise de risque, il avait quand même une énorme marge de sécurité, Verstappen. C'est-à-dire que Bottas laisse quand même une porte qui est absolument énorme et on reviendra là-dessus. Et à une époque, il aurait pris beaucoup plus de risques, il aurait serré beaucoup plus Hamilton et Bottas. Mais là, il l'a pris avec énormément de place et pourtant il freine 25 mètres plus tard. Et pourtant, c'est un circuit où même si on a une grande ligne droite, comme en Russie, et que même si dans une ligne droite l'effet d'aspiration fonctionne, il fonctionne quand même moins que sur d'autres pistes, comme le phénomène d'air sale, mais qui était quand même assez présent, je trouve, ce week-end. Alors pourtant l'air étant moins dense, bon, étant donné mais comme on a les ailerons qui sont plus braqués, oui, ça fait plus d'air sale aussi, c'est pas faux. Je me pose des questions à moi-même, hein. C'est une vidéo assez intéressante là-dessus. Mais Verstappen, oui, il a été juste formidable sur ce week-end de course. Il y a vraiment, il avait une marge de sécurité, je trouve, moi, sur ce dépassement. Il a pris vraiment très peu de risques sur ce premier dépassement. Et puis sa course derrière, c'est une domination totale. C'est-à-dire qu'il a une maîtrise complète de sa voiture, de ce que fait du niveau de performance, de la gestion des pneus. Ils ont jamais été inquiétés quand même par la Mercedes. Donc c'est assez dingue ce niveau de performance qu'il a réussi à avoir. Donc c'est pour ça que je mets un 20 sur 20. Et pourtant... Et puis je suis même à me poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès de ne pas partir en pole chez Red Bull? On peut se poser la question parce que l'écart de performance qu'ils avaient entre la séance libre 3 et les qualifications, ça me fait quand même penser qu'il y a peut-être eu un choix de la part de cette équipe très clairement de se dire on va partir en tentant au moins la qualification et puis en faisant autre chose. Mais c'est vrai que je suis assez troublé par le fait qu'en qualification il y a eu un écart de performance. Alors il y avait le problème d'aileron arrière, mais quand même je suis pas totalement convaincu que ce problème d'aileron arrière ait provoqué autant de déficit de performance. On passe à Pérez, deuxième pilote au top. J'ai mis 17 sur 20 à Sergio Pérez. À domicile, c'est la première fois qu'un Mexicain monte sur le podium de son Grand Prix national. Les frères Rodriguez n'avaient jamais réussi à faire ça. Les frères Rodriguez, c'était dans la fin des années 60, début des années 70, pilote de renom. Pedro Rodriguez notamment, pilote chez BRM, donc équipe qui a connu notamment la victoire de Jean-Pierre Beltoise à Monaco en 72.
C'était donc les frères Rodriguez n'avaient jamais réussi à faire ça malgré leur immense talent. Et là, Sergio Pérez, pourtant, malgré le retour du Grand Prix du Mexique, n'avait pas réussi non plus à faire ça. Pas forcément la bonne voiture non plus, foncièrement, du côté de ce Grand Prix. Et bien là, il a réussi à faire le job. Alors, il a fait ce qu'on lui demandait. Encore une fois, mais depuis quelques Grands Prix, je trouve qu'il le fait beaucoup mieux que Bottas. Là, la troisième place, elle est hyper importante au championnat du monde constructeur. Certes, vous avez le titre pilote, mais le championnat du monde constructeur, ça a également aussi un énorme impact. Surtout de battre Mercedes, un vendeur de canettes qui battrait Mercedes, ça foutrait mal quand même Daimler. J'ai vu ça dans les commentaires Twitter, mais c'est pas faux. C'est pas faux parce que Daimler, ils mettent quand même des millions d'euros sur la table chaque année pour le projet Formule 1. C'est pas un projet extrêmement rentable. De toute façon, la F1 n'est pas rentable. Si vous voulez être rentable avec la Formule 1, il faut pas aller dans cette discipline-là. Aujourd'hui. Et se faire battre par Red Bull, qui n'est pas un constructeur automobile, ça fait toujours un peu mal, quoi. On va pas se mentir. Et du côté de Pérez, il fait très bien le boulot. Il permet à son équipe de revenir au contact au championnat constructeur. Et puis l'écart de performance avec Verstappen était assez faible ce week-end. C'est-à-dire qu'il était toujours très très proche de Verstappen, voire il a battu Verstappen en essai libre numéro 3, mais il a toujours été très très proche de Max Verstappen. Donc, c'est-à-dire que ils ont fait du bon boulot chez Red Bull. On a su également qu'ils s'étaient passés les réglages. Mais ça montre aussi le travail d'équipier que fait Pérez. Et j'ai l'impression quand même qu'avec Verstappen, c'est l'équipier avec lequel il a les meilleures relations depuis son début de carrière en Formule 1. Parce qu'avec Ricciardo, bon, c'était pas froid, mais sur la fin, l'ambiance était très tendue. Et puis bon, c'était pas non plus les plus grands amis au monde. Même si je pense que c'était pas la situation entre Rosberg et Hamilton notamment, hein. Mais voilà, bon, ils étaient équipiers, mais sans plus. Chez AlphaTauri à l'époque Toro Rosso, notamment Carlos Sainz, je crois que ça s'entendait bien, mais pas beaucoup plus que ça. Et puis là, ça s'entend très bien en fait, hein, avec Perez. Je crois qu'il y a vraiment, en fait, dans cette équipe-là, Perez, il a accepté dès le départ d'être numéro 2. Et ce qui fait que ça ne pose pas de problème. Et je crois que autant Bottas subit le fait d'être numéro 2, autant Perez ne subit pas cet aspect-là parce qu'il sait qu'il a peut-être la meilleure voiture qu'il a jamais pilotée en Formule 1. Donc il est conscient de ça, il est conscient aussi que ça aurait pu s'arrêter l'année dernière chez Racing Point. Donc voilà, il a conscience de tout ça et je crois qu'il profite énormément. Et le 17/20, oui, parce que le week-end a été parfaitement réalisé. Hamilton 16/20, que dire ? Ça fait quand même 2 week-ends d'affilée où chez Mercedes on fait presque tout parfaitement. Et pourtant ça se passe pas bien. Je crois que Red Bull a quand même caché son jeu sur ce week-end. Surtout le samedi. En qualification. Je pense que du côté d'Hamilton, on commence à baisser les bras aussi. Alors il dit oui, on est toujours. Toto Wolff aussi, il dit les mécanos sont toujours à fond et ce genre de choses. Malgré tout, ça fait 2 grands prix. Le Grand Prix d'Austin, il fait mal quand même dans les têtes. Parce qu'ils passent en tête au premier virage. Ils ont une meilleure stratégie que Red Bull et pourtant ils ne s'imposent pas. Et là au Mexique, ils étaient presque plus rapides sur un tour, mais au niveau du rythme de course, ça n'a pas marché. Et Hamilton surtout n'a pas réussi à faire fonctionner sa voiture correctement. Je crois que ça a été le vrai problème. Et ils ont failli finir 3e surtout. Donc c'est pour ça que je mets 16/20 parce que je pense que Mercedes n'a pas fait du bon travail ce week-end. Malgré tout, je mets 16/20 parce que Hamilton, il s'est quand même craché dans les mains. Pardon, pour finir au 2e. Donc c'est pour ça que je mets 16/20. Je vais peut-être accélérer un petit peu parce que là, déjà 24 minutes 30 de vidéo. Et sinon, ça va être extrêmement long. Je veux quand même que ça soit un peu plus court que d'habitude, même si encore une fois, je le dis toujours, pour faire de l'analyse précise, l'analyse ça prend du temps.
On ne peut pas faire de l'analyse en 5 minutes comme font certaines personnes sur YouTube. On embrasse Despiello qui fait ça un petit peu. Alors maintenant c'est un quart d'heure, il a fait des vidéos plus longues. Mais bon, 5 infos sur tout le week-end. Pour moi c'est pas vraiment le débrief du week-end. Mais bon. On continue donc avec une ribambelle de 14 sur 20, j'en ai 3. Enfin, belle ribambelle quand même, hein, sur 20 pilotes. Je commence avec Charles Leclerc, week-end solide. Week-end solide de la part de Charles, week-end solide de la part de Ferrari, hein, pas que de Charles Leclerc, Ferrari qui est en bagarre avec notamment McLaren au championnat du monde constructeur, hein, qui a repris des gros points à McLaren ce week-end pour la 3e place du championnat constructeur, qui est également très important pour le redémarrage, je dirais, de Mercedes, de Ferrari, pardon. Et du côté de Charles Leclerc, Grand Prix très intéressant. Moi j'ai trouvé qu'il y avait du rythme. Il y a un truc que j'ai pas compris chez Ferrari, c'est pourquoi ils ont inversé les positions à la fin de la course entre Leclerc et Sainz. Il n'y avait pas d'intérêt. En plus les deux sont très... Alors, au départ je me suis dit c'est parce que j'avais pas le classement du championnat du monde pilote en tête. Enfin je me disais c'est peut-être parce qu'il y en a un qui est largement devant de l'autre. Mais non, les deux sont l'un derrière l'autre au championnat du monde pilote. Donc il n'y avait pas d'intérêt au championnat du monde constructeur, donc pourquoi on n'a pas laissé cette position-là à Sainz? Pas vraiment compris. Mais si j'étais Sainz, si j'étais Carlos Sainz, je serais pas très heureux de cette situation-là en termes de points, parce que c'est pas l'idéal, très clairement. Donc voilà, 14 sur 20 pour Leclerc, Grand Prix solide, un rythme qui était inférieur à Pierre Gasly, mais un bon rythme quand même. J'ai mis 14 sur 20 à Sainz parce que pour moi les deux pilotes étaient extrêmement proches ce week-end et que lui aussi a montré un beau visage. Il s'est arrêté un peu plus tôt en plus, en sachant que les pneus hard ne marchaient pas du tout sur cette piste. Il y a eu un vrai souci de pneus pendant tout le week-end. Pirelli, je sais pas ce qu'ils ont branlé encore avec les pneus, mais si je critique à chaque fois Pirelli, au bout d'un moment vous allez en avoir marre, mais à chaque course on pourra critiquer Pirelli sur les pneus apportés. Du côté de Sainz, donc oui, 14 sur 20. Parce que là encore, Grand Prix solide aussi de la part du pilote espagnol qui a fait du bon job, du bon boulot. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part chapeau aussi au pilote espagnol et qui, je trouve, est de mieux en mieux chez Ferrari. Les débuts ont été un peu difficiles avec un niveau de performance qui était quand même inférieur. Il y avait quand même un gap de performance entre lui et Charles Leclerc. Et c'est vrai que sur cette deuxième partie de saison, l'écart de performance est vraiment réduit, voire il s'est inversé parfois. Et là, sur ce week-end de course, il y avait un léger écart encore en retrait pour Sainz, mais vraiment cet écart est de plus en plus faible. 14 sur 20 également pour Sébastien Vettel. Bon Grand Prix avec une Aston Martin qui est toujours pas évidente à piloter. Il faudra régler ça pour l'année prochaine, un châssis qui n'est pas au top du côté d'Aston Martin, mais il fait le job et puis surtout il commence à mettre un petit peu la branlée à Lance Stroll. Là la situation s'est complètement inversée entre la première partie de saison et la deuxième partie de saison. C'est vrai que la Hongrie a été je pense une course très importante pour Vettel avec cette deuxième place qui s'est finie par une disqualification derrière Ocon. Mais ensuite derrière j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup mieux depuis cette course pour Vettel. Et là c'est vrai que ça fait quelques courses ou quelques grands prix pour éviter de faire la répétition avec course où Vettel est largement dominateur par rapport à Lance Stroll. Alors après c'est quelque chose qu'on attendait, nous en tant qu'observateurs on aurait été surpris de l'inverse quand même en fin de saison si Lance Stroll avait fait 17-4 en qualification ou 17-5, mais là l'écart de performance est vraiment maintenant notable et Lance Stroll accumule les erreurs. Donc heureusement qu'il y avait Vettel. Et je trouve que là il a fait vraiment une course solide, alors une course un petit peu dans l'ombre. On ne l'a pas vu du côté des caméras. De toute façon les caméras de télévision se sont concentrées sur Verstappen, Hamilton et Perez. Après derrière les autres, Gasly on a dû le voir 2 minutes, les Ferrari, voilà, le réalisateur, et puis il se concentrait également sur Bottas et Ricciardo. Il nous a pas montré grand chose à l'écran le réalisateur mexicain. Mais du côté de Vettel, oui, un bon Grand Prix, un Grand Prix solide. Et puis bon voilà, un Grand Prix de champion du monde quoi en fait où tu gères ta course. Quand tu es quadruple champion du monde, tu sais faire ça normalement, tu sais gérer une course. On te demande voilà de tenir un rythme, il a tenu son rythme
Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur la course de Sébastien Vettel. On passe tout de suite au pilote moyen. Je vais essayer d'aller assez vite au pilote moyen parce qu'on attaque les 30 minutes de vidéo, disons, j'ai fait long ce week-end. Raikkonen, 13 sur 20, Grand Prix solide de la part de Raikkonen, qui prend des points importants pour Alfa Romeo, même si j'ai peur que pour récupérer Williams, ça soit déjà trop tard. Et puis, c'est peut-être ses derniers points en Formule 1 aussi à Raikkonen. Alors, il a fait une interview à Canal+, qui est quand même assez... c'est du Raikkonen, quoi, hein, assez pessimiste sur le fait qu'il est content que ça se finisse. Ce qui est quand même assez terrible, je trouve, pour Alfa Romeo. Alors, je ne sais pas si c'est Fred Vasseur ou Raikkonen, ou les deux qui ont un problème, ou voilà, bon, quel est le souci. Mais du côté de Raikkonen, Grand Prix où il a fait une course solide, il partait pourtant plutôt loin sur la grille de départ. Premier relais qui était plutôt tranquille, il a surtout fait un très bon deuxième relais. Il s'est arrêté assez tard, hein. Il fait partie de ceux qui se sont arrêtés le plus tard avec ses médiums. Et ensuite, il a fait vraiment la course parfaite en termes de stratégie. Je trouve que autant Alfa Romeo s'est planté sur la stratégie de Giovinazzi, autant Alfa Romeo s'est pas planté sur la stratégie de Raikkonen. Et après, bon, ça reste quand même un champion du monde, un pilote qui est solide, donc il n'a pas perdu ses résultats dans les points. Je continue donc avec Giovinazzi, 11 sur 20, en retrait par rapport à Raikkonen. C'est compliqué de Giovinazzi, hein, quand même. Ça se voit quand même qu'il essaye de sauver sa peau depuis quelques courses. Il l'a déjà sauvé une fois, il l'a déjà sauvé 2 fois sa peau en F1, Giovinazzi. Parce que sa première saison, je rappelle qu'il marque des points, c'est à Monza. Parce qu'à Spa, il est dans les points et il fait une erreur dans le dernier tour, l'avant-dernier tour. Et il sauve sur la dernière partie de saison, il sauve son année. L'année dernière, pareil, un petit peu similaire, quoi. À partir de la Turquie, il commence à se réveiller, bon, ok, super. Là, du côté de Giovinazzi, on aurait attendu plus de constance, plus de performance. Je pense qu'on lui reproche aussi le faible niveau de l'Alfa Romeo cette année. Depuis 2 ans, c'est quand même une équipe qui est vraiment descendue en performance depuis 2 ans. Puisque sous Charles Leclerc, le mec arrivait quand même à faire 7 ou 6. Et bon, ça fait depuis 2 ans où 7 ou 6, ça arrive pas tous les jours quand même du côté de chez Alfa Romeo. Moi, je pense qu'il aura du mal à sauver sa peau une 3e fois. Et puis, surtout, du côté de Giovinazzi, on n'a pas eu un réel sentiment que c'est un pilote qui est capable d'être performant et qui est capable de vraiment rouler à 100% des capacités de sa machine, quoi. Donc, c'est sûr qu'on attend ça depuis des années, sauf qu'on ne le voit pas. Et je pense qu'au bout d'un moment, on s'impatiente réellement du côté d'Alfa Romeo. En sachant que du côté de chez Alfa Romeo, il y a des pilotes qui tapent à la porte, notamment Guangzhou, le pilote chinois libéré par Alpine, pilote d'essai, on va dire, d'Alpine, qui pourrait aller chez Alfa Romeo avec beaucoup d'argent, une valisette remplie, et ça serait un contrat assez court pour Zhou, parce que ça serait en attendant Théo Pourchaire. Voilà, vu que Théo Pourchaire, il est dans une... En fait, le monter en Formule 1 cette année, ça ne saurait pas l'aider. Théo Pourchaire, parce que Théo Pourchaire est très jeune, peu d'expérience, et je pense que ça ferait la même chose qu'avec Tsunoda. Donc il faut peut-être plutôt attendre qu'il mûrisse. Et Fred Vasseur l'a très clairement dit, notamment j'ai vu un extrait du débrief de Julien Febvre sur Twitch, sachant que je ne suis pas sur Twitch, mais je le regarde en replay. Il y avait notamment, je crois qu'il y avait Camille Combal, j'ai pas vu l'extrait de Camille Combal, mais j'ai vu cet extrait-là où Fred Vasseur disait... Hamilton, il n'est pas monté tout de suite en F1. Il a fait 2 saisons en F3, 2 saisons en Formule Renault parce qu'il avait besoin de mûrir. Et pourtant, on lui faisait des propositions alléchantes déjà à ce moment-là. Il faut parfois savoir attendre avant de monter en Formule 1. Alors, faut pas trop attendre non plus parce que des fois, vous avez des belles
proposition. Et parfois, si vous faites une deuxième saison, notamment en F2, et que si l'année prochaine, Pourchère, il fait une deuxième saison en F2, il finit 15e, vous direz, Coco, il disait des conneries, l'Amérique Production. Mais moi, je pense que là, il arriverait trop tôt en F1 et sans assez d'expérience. Je continue avec Alonso, 10 sur 20, course difficile. Pas forcément, je me gratouille le nez en direct, Guillaume. Pas forcément la course, on dirait Villebrequin, dis donc. Pas forcément la course idéale pour Alonso, l'Alpine ne marchait pas, et donc il y avait un rythme qui était très mauvais. Norris, 9 sur 20, McLaren n'avait pas beaucoup de rythme. Il est quand même en retrait depuis quelques courses par rapport à Ricciardo, ça commence à m'inquiéter légèrement, ce phénomène-là, pour Norris. Et là, bon, il accroche les points, mais ça a été extrêmement laborieux quand même chez McLaren. La McLaren est quand même un peu moins bien en cette fin de saison, c'est quand même inquiétant pour l'année prochaine. Parce qu'ils n'ont pas fait trop évoluer leur voiture. Alors, c'est peut-être aussi pour préparer l'année prochaine, travailler énormément, mais je trouve que la McLaren était bien plus performante en début de saison. Ils étaient capables de faire 3-4. Il y a eu encore un coup d'éclat à Monza. Et c'est vrai que depuis, je trouve que c'est vraiment très laborieux. Puis je termine avec 9 sur 20 Bottas. Pourquoi 9 sur 20 pour Bottas ? Déjà, il laisse une porte géante quand même à Verstappen au départ. Il y a le tête à queue, il n'est pas du tout responsable, c'est Ricciardo. Mais ensuite, il n'avait pas de rythme, il s'est impatienté derrière Ricciardo. J'ai cru à un moment qu'il allait le harponner. Puis bon, il n'avait pas de rythme, avec une stratégie qui était également mauvaise. J'ai obligé de parler de la stratégie de Giovinazzi, mais il fait partie, comme Giovinazzi, de ceux qui se sont arrêtés extrêmement tôt, et les pneus hard ne marchaient pas du tout. Mais j'ai l'impression quand même que rien ne fonctionnait pour Bottas, et à la fin, où Verstappen s'est bien amusé avec lui, et il a failli ne pas réussir à faire le meilleur tour en course parce que il n'a pas du tout été intelligent face à Verstappen, je trouve. C'est-à-dire qu'il y avait Verstappen, lui, il avait 3 secondes et demie d'avance sur Stroll. Autant te dire qu'il pouvait ralentir, freiner les pneus et tenter le meilleur tour en course. Il avait 2 secondes et demie de marge, grosso modo, sur Stroll. Eh ben non, lui il continue de coller Verstappen, et donc Verstappen s'amuse avec lui à le dépasser, à le redédoubler. C'est là où on voit, c'est pour ça que je mets 20 sur 20 aussi à Verstappen, parce que c'est là où on voit toute la maîtrise et l'intelligence sur ce week-end de course de Max Verstappen. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, il y a quelques pilotes où j'aurais pas grand chose à dire, donc ça va me permettre de gagner du temps parce qu'on est déjà à 37 minutes de vidéo. Russell, 8 sur 20, week-end compliqué, la voiture marchait pas des masses. Des gros problèmes avec cette voiture, on sait que c'est une voiture qui a besoin d'énormément d'aéro sur la voiture. Quand je dis l'aéro sur la voiture, vous avez l'aéro sous la voiture, donc qui est le diffuseur, qui est l'effet de sol, grosso modo, et puis l'aéro sur la voiture qui est généré par les ailerons. C'est une voiture qui a besoin énormément de ses ailerons. Sauf que si l'air est moins dense, forcément les ailerons marchent moins bien, et comme elle a déjà, normalement, habituellement, cette Williams, elle a déjà l'aileron arrière notamment très braqué. Eh ben, si l'air est moins dense et que ça fonctionne moins bien, le châssis n'étant pas extrêmement bon, et ben, voilà, vous avez ce niveau de performance qui n'était pas exceptionnel. Alors en qualification, il a réussi encore à limiter cet effet, mais comme le dit Jacques Villeneuve, et je suis assez d'accord avec Jacques Villeneuve, c'est un pilote qui a l'air de régler sa voiture pour les qualifications, et c'est vrai qu'il y a un écart de performance entre qualification et course qui est très important. Alors, moi, j'ai toujours la référence du Grand Prix de Bahreïn l'année dernière. Alors, je sais plus si c'était pas le Grand Prix de Shakir, je crois que c'était le nom, sur l'anneau, où il avait eu un meilleur rythme en course qu'en qualification. Donc, pour moi, c'est qu'il est capable de le faire. Et que ce sont peut-être également les ingénieurs de Williams qui ont du mal à mettre ça en place. Mais j'ai peur que ça fasse comme Bottas. Bottas, c'est un peu son souci, c'est-à-dire qu'il est capable de rouler vite en qualif, par contre en course, souvent le rythme est pas exceptionnel. Voilà, du côté de Russell, c'est un petit peu ce qui m'inquiète, et ça a été encore le même phénomène, mais qu'on voit depuis le début de saison, c'est-à-dire un Russell qui est très bon en qualification, un peu plus en difficulté en course. Schumacher, 8 sur 20, c'est difficile de noter le week-end de Schumacher, parce qu'avec un Mazepin qui est pas fantastique. Moi j'ai mis 8 sur 20, il y a l'accrochage au premier tour, donc on n'a pas vu son rythme de course.
J'ai l'impression quand même que c'était un peu plus en difficulté que lors des derniers week-ends, mais qu'il était quand même devant Mazepin. Donc je lui ai mis une meilleure note que Mazepin, mais quand même pas une note qui atteignait la moyenne. Tsunoda 7 sur 20. Pourquoi 7 sur 20 du côté de Tsunoda? Crash au premier tour déjà. Mais où la responsabilité c'est surtout Ricciardo, parce que c'est ce qui s'est passé. Lui, c'est une des victimes collatérales de ce qu'a fait Ricciardo au premier virage. Tsunoda, donc déjà abandon en course, c'est toujours un petit peu embêtant. C'est surtout l'écart de performance avec Gasly. Il y avait encore 7-8 dixièmes entre les deux en qualification. Pourtant, il a un moteur neuf sur ce week-end-là, Tsunoda. Donc un moteur où on pouvait pousser. Moi, j'ai du mal à comprendre cet écart de performance entre les deux pilotes. Et oui, bon, c'est pas normal à ce niveau-là de Formule 1. Ricciardo, 7 sur 20. Bon, bah, c'est dommage parce qu'il avait fait une bonne qualif, Ricciardo. Il était devant Norris, il avait eu des essais plutôt très performants jusqu'à maintenant. Mais ensuite, derrière, l'erreur au premier virage. Il freine dans la partie sale. On a vu pendant tout le week-end que les pilotes qui allaient dans la partie sale, il n'y avait aucune adhérence parce que c'est énormément poussiéreux, parce qu'il y a aussi eu très peu de courses sur ce circuit. Et que c'est en altitude, donc forcément il y a du vent, qu'on n'est pas hyper loin non plus du bord de mer, et que c'est un coin qui est donc sablonneux, donc il y a toujours de la poussière, et Ricciardo, bon, il devait savoir que freiner hors trajectoire à cet endroit-là, ça serait compliqué, surtout avec des pneus qui ne sont pas toujours à température, surtout qu'il y avait quand même un peloton qui était assez étalé sur le tour de formation, donc oui, ça a des conséquences, quoi. Ça a des conséquences. C'est vrai que, en passant, je ne sais pas si vous avez entendu avant le départ, mais la Mercedes s'est plaint auprès de la FIA que le tour de formation, les pilotes n'allaient pas assez vite dans le tour de formation. C'est peut-être aussi ça qui a entraîné le départ un peu moyen de Bottas. Les pneus n'étaient peut-être pas plus à température au moment où le départ a été lancé. Donc oui, Ricciardo 7 sur 20 parce que voilà, l'erreur au premier virage coûte cher quand même un petit peu à tout le monde. Mazepin 6 sur 20 en retrait par rapport à Schumacher, une course un petit peu dans l'anonymat, après avec une Haas qui est quand même hors d'âge et vraiment en manque de performance, c'est compliqué d'aller trouver des dixièmes. Latifi 6 sur 20 en retrait par rapport à Russell, week-end encore une fois assez compliqué, mais en retrait par rapport à Russell, mais c'était pas non plus catastrophique. Bon, voilà, Williams était en difficulté pendant tout ce week-end, et Stroll 4 sur 20. Un rythme de course qui n'était pas bon, les rangs en qualification, alors que de toute manière il avait sa pénalité, donc il allait partir loin sur la grille, ça c'est quand même pas très intelligent, et puis de toute manière depuis quelques Grands Prix il est en retrait très clairement par rapport à Vettel, et là sur ce week-end ça a été assez monstrueux le retard qu'il avait par rapport à son équipier, donc il n'y a pas grand chose à défendre du côté pourtant des fois j'ai défendu Stroll, mais là, on est quand même au niveau un petit peu zéro de performance du côté du pilote canadien. On passe tout de suite au classement du championnat du monde pilote. Je vous l'affiche à l'écran. Verstappen en tête, 19 points d'avance sur Lewis Hamilton. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. En sachant qu'on arrive sur des circuits, notamment Sao Paulo, on sait que Verstappen est plutôt performant à Sao Paulo, donc il va falloir vraiment que Hamilton cravache au Qatar, sur les 3 dernières courses de la saison. Faire attention en plus à Sao Paulo de ne pas perdre des points bêtement, parce que je rappelle que ça sera la course sprint. On retrouve ensuite Valtteri Bottas, donc 3ème, qui voit Sergio Pérez revenir sur lui. Il n'y a plus que 20 points d'écart. Sergio Pérez qui est quand même sur une série de 3 podiums d'affilée. On retrouve ensuite Lando Norris, plus que 12 points d'avance sur Charles Leclerc. C'est peut-être pour ça qu'ils ont inversé les positions, mais bon, Carlos Sainz c'est pas si loin que ça non plus. Carlos Sainz 130.5, donc pas très loin derrière. On retrouve ensuite Daniel Ricciardo, Pierre Gasly qui maintenant je pense a sécurisé un classement dans le top 10
pour la fin du championnat du monde pilote. On retrouve ensuite Alonso Ocon, 14 points d'écart. C'est sûr que Ocon n'ayant pas fini dans les points, l'écart s'est agrandi. Puis Vettel, Lance Stroll et Tsunoda, en sachant que c'est toujours donc Tsunoda qui est meilleur pilote débutant, 14e avec 20 petits points. On continue avec le classement constructeur. Donc c'est Mercedes qui est en tête avec simplement 1 point d'avance grâce au meilleur tour en course pris par Bottas, qui a permis à enlever un point à Verstappen. Donc Red Bull 1 point derrière. On retrouve ensuite Ferrari qui maintenant a 13 points et demi d'avance sur McLaren, Mercedes. Alpine, AlphaTauri, un partout, la balle au centre à 106 points chacun. On retrouve ensuite Aston Martin, puis Williams, Alfa Romeo qui donc est maintenant à 11 points. Et As qui est désormais 10e. Vous marquerez quand même que le seul pilote qui a marqué des points chez Alfa Romeo, c'est Kimi Raikkonen et non Giovinazzi, ce qui n'est pas excellent pour son bilan pour rester en Formule 1. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour faire le débrief du Grand Prix d'Interlagos pour la suite de ce triplé, de cet enchaînement entre Mexique, Brésil et le Qatar. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!